Les élections législatives qui viennent de s'achever ont abouti à une Assemblée nationale divisée en 3 parties, de poids à peu près égal, et dont aucune ne semble disposée à gouverner avec les deux autres. Chose inédite sous la Ve République, aucune majorité susceptible de soutenir durablement un gouvernement, ou à tout le moins de ne pas le censurer, ne paraît pouvoir être dégagée dans la nouvelle Assemblée. Dans cette situation, il a été suggéré par beaucoup de commentateurs et par certains responsables politiques que la solution pourrait consister, pour le président de la République, à nommer un gouvernement technique. Mais qu'est-ce donc qu'un gouvernement technique? Et pourrait-il constituer une réponse appropriée à la fragmentation actuelle de l'Assemblée nationale? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce qui suit. On appelle gouvernement technique un gouvernement composé de personnes qui, d'une part, n'ont pas d'étiquette politique, c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucun parti et qui n'ont jamais eu d'engagement politique, et qui, d'autre part, ont une compétence technique reconnue, c'est-à-dire qui sont censés être des experts de certaines questions qui sont en rapport avec les affaires publiques. Dans un gouvernement technique, on trouvera donc des hauts fonctionnaires, des universitaires, en général dans le domaine du droit et de l'économie, des magistrats ou des avocats, etc., etc. Les deux qualificatifs censés décrire un gouvernement technique sont apolitique et compétent, puisque les gens qui le composent sont choisis sur ces qualités supposées. Cependant, bien sûr, un tel gouvernement, même composé de gens sans orientation politique connue, doit, pour subsister, être soutenu, ou du moins toléré par les partis politiques qui composent l'Assemblée. Mais pourquoi les partis politiques, dont les dirigeants rêvent d'accéder au pouvoir, de devenir ministre, Premier ministre, président de la République, accepteraient-ils de confier ces fonctions à des techniciens, au lieu de les occuper eux-mêmes? Le premier ou la première qui répond « pour le bien du pays » a perdu. Je ne veux pas dire par là que les dirigeants des partis politiques n'auraient aucun souci du bien du pays, à Dieu ne plaise. Mais simplement, ils sont intimement persuadés que le bien du pays passe par l'application de leur programme politique, et par le fait qu'ils soient, eux, au pouvoir pour l'appliquer. Après tout, sinon, ils ne dirigeraient pas des partis politiques, n'est-ce pas? Donc nous pouvons écarter l'hypothèse d'un désintéressement sublime comme motif pour soutenir un gouvernement technique. Il y a alors deux grandes raisons pour lesquelles les partis présents au Parlement peuvent accepter un gouvernement technique. Soit parce qu'aucune majorité ne se dégage, que chaque chef de parti calcule qu'il lui sera très difficile de former un gouvernement, et qu'accepter un gouvernement technique permet au moins d'empêcher les partis rivaux d'accéder au pouvoir. En ce cas, l'une des conditions pour que ce gouvernement technique continue à être toléré sera qu'il ne prenne que des décisions dites techniques ou apolitiques à son image. Un gouvernement technique n'est pas un gouvernement qui est censé appliquer un programme politique prédéterminé. Et ce n'est pas un gouvernement dont l'action est censée engager le pays dans une direction plutôt qu'une autre. Dès lors que le gouvernement technique s'aventure sur le terrain de la politique, il perd ce qui faisait sa légitimité, et il s'expose à être renversé. Le problème, c'est que pratiquement aucune action qu'un gouvernement peut entreprendre ne peut être caractérisée comme apolitique. Toute action gouvernementale implique un choix, et tout choix implique une certaine conception du bien commun. Donc toute action peut être caractérisée comme politique. Il en va de même pour toute inaction, car l'inaction revient à laisser les choses en l'état, c'est-à-dire à accepter les choix politiques qui ont conduit à cet état des choses. Un gouvernement technique chargé de s'occuper seulement des questions techniques n'aura donc pas grand-chose à faire. En fait, il devra être aussi inerte que possible pour durer, et bientôt cette inertie lui sera reprochée et il sera tout de même renversé. Ou bien, deuxième raison, les partis qui composent le Parlement peuvent accepter un gouvernement technique pour lui laisser prendre des mesures inévitables mais impopulaires. En ce cas, le gouvernement technique ne survivra pas beaucoup plus longtemps que le temps de prendre ces mesures impopulaires, puis il sera renversé. La manœuvre qui consiste à faire par d'autres la sale besogne, avant de les punir pour ce qu'ils ont fait, afin de se gagner les faveurs du peuple, est aussi vieille que la politique. Ces deux raisons peuvent tout à fait se combiner.
Mais dans un cas comme dans l'autre, la durée de vie d'un gouvernement technique a toute chance d'être assez faible. Le pays qui est souvent cité en exemple pour avoir mis en place des gouvernements de ce genre est l'Italie, avec notamment les gouvernements Monti puis Draghi. Mario Monti, un économiste de formation, a été président de l'université Bocconi à Milan, avant d'être nommé commissaire européen à la concurrence en 1999, puis président du Conseil des ministres en novembre 2011. Il restera à cette fonction 1 an et 5 mois, le temps de mettre en place un plan d'austérité très impopulaire, dans un moment où l'Italie, suite à la crise financière des subprimes, était menacée de se retrouver en défaut de paiement et de devoir sortir de l'euro. Mario Draghi, autre économiste de formation, a été gouverneur de la Banque d'Italie, puis président de la Banque centrale européenne de 2011 à 2019, avant d'être nommé président du Conseil des ministres en février 2021. Il restera en fonction 1 an et 8 mois. Sa tâche principale aura été de gérer les conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie de Covid-19. La France pourrait-elle, comme l'Italie, se donner un gouvernement technique pendant 1 an ou 2, le temps par exemple qu'une nouvelle dissolution devienne possible? On peut fortement en douter. Et le cas du gouvernement technique est une bonne illustration de l'illusion qui consiste à croire qu'une solution institutionnelle qui a fonctionné dans un pays à un moment donné produirait les mêmes résultats dans un autre pays à un autre moment. Les gouvernements techniques sont possibles en Italie parce que, de longue tradition, le pouvoir central y est faible et que les gouvernements reposent le plus souvent sur des coalitions à faible durée de vie. Ainsi, depuis 1946, l'Italie a connu 71 gouvernements, soit un peu plus d'un par an. En compensation, la décentralisation y est très poussée, avec des régions qui disposent notamment de pouvoirs législatifs considérables. Les mœurs politiques italiennes sont fortement marquées par ce que l'on appelle, de l'autre côté des Alpes, la combinazione, à savoir l'art des petits arrangements et des compromis en coulisses. Rien de tout cela n'existe chez nous. En juin 1946, dans son célèbre discours de Bayeux, le général de Gaulle traçait ainsi le portrait politique de la France. La rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental, qui met toujours tout en question, et sous lequel s'estompent trop souvent les intérêts supérieurs du pays. Il y a là un fait patent, qui tient au tempérament national, aux péripéties de l'histoire et aux ébranlements du présent, mais dont il est indispensable à l'avenir du pays et de la démocratie que nos institutions tiennent compte et se gardent, afin de préserver le crédit des lois, la cohérence des gouvernements, l'efficience des administrations, le prestige et l'autorité de l'État. Et il ajoutait, c'est qu'en effet, le trouble dans l'État a pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature. D'autant plus que l'organisation, en quelque sorte mécanique, de la société moderne rend chaque jour plus nécessaire et plus désiré le bon ordre dans la direction et le fonctionnement régulier des rouages. C'est ce diagnostic qui l'a conduit à élaborer les institutions de la Ve République lorsqu'il est revenu au pouvoir. Ce diagnostic est-il périmé aujourd'hui? Il ne me semble pas. Le corps social français est plus fragmenté que jamais et le débat politique particulièrement polarisé. À supposer qu'un gouvernement technique puisse voir le jour, tout porte à croire qu'il se fracasserait à la première occasion, c'est-à-dire au plus tard lorsque le budget de l'État viendrait en débat au Parlement, à l'automne. Il est d'ailleurs notable que, pour parler du gouvernement technique, nous soyons obligés d'aller chercher des exemples dans d'autres pays, étant donné qu'on n'en trouve aucun dans notre propre histoire. Le gouvernement technique semble aussi peu compatible avec le tempérament français que, mettons, le vin rouge glacé ou le sanglier bouilli à la sauce à la menthe. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Le droit, c'est passionnant.